Salut Louis. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es président du mouvement des solidarités étudiantes, une association étudiante qui vient d'être créée de lutte contre la précarité étudiante. Avec la crise du Covid, dites-vous, c'est près de 40% des étudiants français qui pourraient se retrouver en situation de précarité contre 20% auparavant. Qu'est-ce que vous proposez au juste avec ce mouvement, avec cette association? En fait, l'association qu'on essaie de créer, c'est de fédérer des associations de solidarité étudiante sur les campus en se fixant 3 objectifs. Le premier, c'est lutter contre la précarité étudiante en distribuant des denrées alimentaires, des produits vestimentaires, des produits d'hygiène, donc faire un peu comme le fait le Resto du Cœur ou le Secours Populaire. Ensuite, l'objectif, c'est de dénoncer l'inaction de l'État. Parce que si jamais les étudiants donnent de la nourriture comme ça et qu'ils luttent contre la précarité, ça arrange l'État. Moi, je me rappelle d'une phrase de Gabriel Attal qui avait dit devant le Secours Populaire et devant les Restos du Cœur, vos associations sont très utiles à l'État parce qu'elles permettent de réduire des coûts. Et nous, c'est ce qu'on ne veut absolument pas faire. On ne veut pas être une sorte de sous-service de l'État de lutte contre la précarité parce que ce n'est pas à nous de le faire. Et du coup, à la fois, on veut lutter contre la précarité et faire du bénévolat, à la fois, on veut dire ce n'est pas à nous de le faire et c'est au gouvernement de le faire. Et le troisième objectif qu'on se fixe, c'est de construire l'Association nationale de lutte contre la précarité étudiante. En gros, les Restos du Cœur étudiants. Je trouve ça aberrant que dans un pays dans lequel il y a 20% d'étudiants qui, entre temps normal, entre guillemets, un pays où il y a 20% d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on n'ait pas une association nationale de lutte contre la précarité et aussi que cette association n'ait pas une visée politique. En fait, je pense que la gauche a abandonné quelque chose dans le milieu étudiant en ne s'engageant pas dans le milieu associatif national de lutte contre la précarité. Du coup, c'est l'objectif qu'on se fixe. On a des associations qui étaient déjà constituées il y a une dizaine d'années, qui existent toujours, qui font des actions de lutte contre la précarité. On a créé aussi ces associations-là. Et l'objectif, c'est qu'à terme, on se retrouve toutes et tous dans une salle et que voilà, on vote des statuts, une organisation, un plan sur 10 ans sur ce qu'on veut faire de l'association et créer à terme, on espère jusqu'à ce que la précarité étudiante n'existe plus, une association nationale de lutte contre la précarité étudiante. Alors, le maître mot de ce mouvement, c'est la solidarité. Mais je trouve qu'il y a un tout petit paradoxe quand même parce que tu pointes du doigt le fait que les étudiants sont souvent dans des situations de précarité. Donc, il y a les 20% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais globalement, en fait, les étudiants sont en situation de précarité. Comment tu veux, dans ces cas-là, qu'ils se permettent en fait d'être solidaires? Parce qu'il faut bien que vous trouviez des financements pour votre association. Comment tu envisages en fait ce paradoxe entre la précarité des étudiants et le fait que vous leur demandez en fait d'être solidaires les uns avec les autres? Moi, je distingue la charité et la solidarité. La charité, c'est le grand riche qui va venir donner toute son âme et tout son argent pour aller aider le pauvre et pour se sentir bien le soir en regardant dans le miroir. On a eu un choix des mots à faire et charité, on l'a mis de côté. Quand on parle de solidarité, c'est des personnes qui sont dans la même situation, dans la même merde et qui se disent collectivement, on peut toutes et tous se tirer vers le haut. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est l'idée. Donc, des étudiants de précarité, en situation de précarité, qui s'organisent et qui se disent, bon, bah voilà, sur cette semaine-là, c'est toi qui vas aller effectuer telle action. Et pendant ce temps-là, moi, je peux aller taffer ou moi, je peux aller étudier. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une organisation collective qui permette à tout le monde à la fois de réussir ses études, à la fois de répondre aux impératifs de la vie et en même temps de s'entraider. Alors après, on va pas se mentir, c'est n'importe comment, la manière dont on le fait. Parce qu'on a été pris par la précipitation, donc on le fait un peu avec les moyens qu'on a. On n'a pas de subvention, on n'a personne qui nous donne de sous. Donc par exemple, on va dans un amphi, on prend un micro et on dit bon bah voilà, tout le monde galère, mais si jamais vous galérez moins que les autres et que vous avez envie d'aider, à la sortie il y a une boîte, mettez 2 € ou autant que vous voulez. De temps en temps, on va sur les marchés aussi pour aller demander à récupérer des produits. En fait, on se débrouille. Donc en fait, je peux pas répondre à la question parce que effectivement, on galère, on ne sait pas comment faire, mais on se débrouille et parfois ça marche, souvent même. Un des problèmes principaux et qui est mis en exergue par la crise du Covid, c'est surtout les petits jobs que faisaient les étudiants pour financer leur logement, leur alimentation et globalement du coup leurs études, qui se font rares en fait depuis le début de la pandémie et ça risque pas de changer. C'est quoi l'alternative et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un problème en soi avec ce travail des étudiants? Cette crise économique-là, pour moi, elle démontre parfaitement l'absurdité du système social dans lequel se trouvent les étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de taf, donc du coup, les étudiants n'ont plus de petits jobs pour pouvoir finir les fins de mois. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus de taf, les parents ils sont en galère.
ils ont plus de sous. Parfois, certains parents ont perdu leurs travaux. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir des personnes qui vont faire leurs études, mais qui n'ont pas de travail eux-mêmes pour se financer et qui n'ont pas les parents qui aident pour le financement. Et c'est pour ça qu'on pointe le chiffre alarmant de 40% d'étudiants qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Mais en vérité, on n'arrivera jamais à ce chiffre parce que les gens vont déserter la fac bien avant. Donc, nous, on propose une solution sur laquelle on est en train de travailler, c'est un revenu étudiant. C'est proposé par les syndicats depuis longtemps. Je pense par exemple à l'UNEF qui porte l'allocation de l'autonomie. C'est un combat de longue date. Et nous, on porte l'idée de cette allocation de l'autonomie aussi comme l'UNEF, en la revisitant un petit peu, en disant qu'il n'y a pas d'autonomie de la jeunesse, il n'y a pas d'autonomie pendant ses études sans autonomie financière. Même si jamais on avait tous les parents qui étaient capables de financer, en fait, on ne serait pas indépendant, on ne serait pas autonome parce que les parents, on serait obligé de dépendre d'eux. Ce serait pareil pour le travail, on serait obligé de dépendre du patron. Donc nous, ce qu'on dit, c'est puisqu'on veut qu'à la fac, les étudiants puissent étudier en pleine sérénité, réfléchir, critiquer aussi le système dans lequel ils sont, c'est ce qu'on demande à des universitaires, puisqu'on veut qu'ils soient autonomes, qu'ils apprennent à vivre de leur propre vie, il faut leur donner un revenu pour pouvoir vivre, manger, pouvoir sortir aussi, pouvoir pratiquer la culture. Voilà, nous, c'est ce qu'on porte. Et ce qu'on dit, c'est que cette crise économique, elle révèle cette absurdité-là, philosophique et pratique, et nous on propose une solution philosophique et pratique, c'est le revenu étudiant. Alors en ce moment c'est la rentrée étudiante, les facs reprennent peu à peu jusqu'au mois d'octobre. Ça doit être un peu bizarre avec la crise du Covid. Toi-même tu es à la fac à Melun. Est-ce que vous allez être tu trouves que c'est bien organisé? Est-ce que vous allez être en présentiel? Est-ce que vous allez être en téléconférence? En vrai non, c'est pas bien organisé parce qu'on a la ministre on attendait tous ses décisions et la réponse qu'on a eue d'elle c'est je délègue tout aux universités. Les universités vont gérer au cas par cas. Sauf que les universités n'étaient pas prêtes en fait. On avait besoin d'un cadrage. Et donc du coup, on a certaines universités avec des trucs aberrants quoi. Où par exemple, un TD il se ferme seulement si jamais il y a 3 cas à l'intérieur. Sauf que pour pouvoir avoir les 3 cas, il faut qu'ils soient officiels. Donc du coup, il faut aller faire des tests. Sauf que ça met une semaine à avoir une réponse sur son test. Et donc du coup, comme on est obligé d'aller au TD, on va avoir des élèves malades qui vont y aller et du coup, il va y avoir contamination. Mais en vrai, l'endroit où il y aura le plus de contamination, ce sera pas dans les amphithéâtres, ce sera pas dans les couloirs. C'est à la sortie de la fac, quand on discute, quand on fume la clope et c'est surtout dans les soirées informelles. C'est puisqu'il n'y a plus de boîtes de nuit qui sont ouvertes ou même que dans les bars, parfois on peut pas toujours y aller, on se retrouve à 40 dans un appartement sans masque parce qu'on n'a pas tous des masques, c'est cher. Et donc c'est à ces moments-là en fait, c'est les échanges informels où il va y avoir le plus de transmission du Covid. Donc oui, c'est bizarre parce que tout le monde a des masques, parce qu'on ne sait pas trop comment va se passer la suite. En vrai, on sait tous que les facs vont être fermées avant le premier semestre, mais dans le même temps, on en veut aussi à ceux qui ont organisé tout ça. Il y avait des choses très simples à faire. Je pose une solution, mais les facs sont trop pleines parce qu'on n'a pas assez investi à l'intérieur. Même si jamais on mettait des milliards maintenant, on ne peut pas construire un amphi en 3 jours. Donc du coup, ce qu'on aurait pu faire, c'est dire voilà, si des étudiants préfèrent étudier sur un ordinateur, alors vous cochez la case et vous aurez les cours chez vous. Et puis d'autres pourront venir et ça libérera de la place. Là, ça aurait pu être intelligent, mais ça n'a pas été fait. Ou peut-être que ça a été fait sur une fac. En vrai, on ne sait pas ce qui est fait parce que toutes les facs gèrent à la sauce et on ne comprend rien. Alors, tu pointes le fait que les amphis sont bondés et globalement, il n'y a pas assez de place à l'université. Ça, d'autant plus que cette année, le taux de réussite au bac, c'était 95,7%, ce qui fait 558 000 élèves inscrits dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire 6,8% de plus qu'en 2019, c'est-à-dire une grosse augmentation. J'imagine que Parcoursup, ça a été une galère sans nom. Après, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dominique Vidal, a annoncé la création de 30 000 postes, 30 000 places en plus d'ici 2022. Est-ce que toi, par exemple, cette annonce a été de nature à te rassurer? C'est bien, c'est qu'ils ne sont pas si déconnectés que ce qu'on disait avant, mais en fait, il faut beaucoup plus. Enfin, si jamais elle avait rien annoncé, là, ouais, on aurait vraiment dû tous sortir dans la rue, pelle et les fourches, sans violence, Madame Vidal. Mais 30 000, c'est pas suffisant. On a besoin, moi, je pense, de 100 000 places dans l'enseignement supérieur, parce que ces 30 000 places, elles vont permettre de compenser la génération Covid qui a eu le bac. Mais par contre, les amphis, ils étaient déjà bondés avant. On a de plus en plus de lycéens qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, j'ai le sentiment que c'est Vidal qui essaie de se racheter un peu une chance auprès de l'opinion publique, qui avait réalisé ce problème avec tous ces lycéens qui allaient dans l'enseignement supérieur. Elle a fait un effet d'annonce. En fait, elle a fait ce qui était horriblement nécessaire. Mais par contre, on n'a toujours aucune prévision long terme sur l'ouverture de places qu'on doit avoir dans l'enseignement supérieur pour compenser ce qui n'a pas été fait ces 30 dernières années et pour prévoir les entrées dans l'enseignement supérieur
Parce que oui, il y a de plus en plus de lycéens qui rentrent dans l'enseignement supérieur et dans 10 ans, ça va exploser si jamais on fait 30 000 places tous les 10 ans. Alors, toi, tu rentres en L2, mais il y a des étudiants qui rentrent en L1 et donc du coup qui ont utilisé Parcoursup. Est-ce que tu sais si ça s'est bien passé? Non, bah moi j'ai fait 2 fois Parcoursup, ça s'est très mal passé. J'ai des amis qui ont fait Parcoursup, c'était horrible. J'en connais un, il s'est inscrit à la fac hier. Mais la rentrée, elle a déjà commencé. En fait, le problème avec Parcoursup, c'est que on a un nombre de places, on a un nombre de lycéens qui veulent essayer de rentrer dans toutes ces boîtes qui sont trop petites. Et donc, du coup, on a des embouteillages énormes qui, en plus, sont faits sur des critères méritocratiques, c'est-à-dire sur la note, qui, en fait, sont juste des critères sociaux. Parcoursup, c'est un tri social. Un élève qui vient de Henri IV aura forcément des meilleures chances d'accéder à une université qu'un élève qui vient des quartiers populaires. Donc, il y a 2 choses à reprocher à Parcoursup. C'est déjà d'être un logiciel qui essaie de mettre un nombre énorme de lycéens dans la petite boîte de l'enseignement supérieur dans laquelle il n'y a pas de place. Et c'est surtout un logiciel qui fait du tri social parce qu'il se base sur la méritocratie. Mais la méritocratie, c'est un concept abstrait. On va pas l'appliquer concrètement dans la société, encore moins pour choisir qui va pouvoir aller étudier ou non. Étudier, c'est censé être un droit. Bah là, ce droit, il est bafoué par ce tri social. Alors, tout à l'heure, tu disais, oui, le problème avec la crise du coronavirus, c'est pas tant dans les classes que à l'extérieur, ou le moment où on fume des clopes et où, en gros, on se retrouve entre étudiants. On pointe pas mal en ce moment, justement, ces étudiants, mais globalement, la jeunesse en général, qui serait irresponsable, en fait, face à la crise du Covid, dans son manque de compréhension de la gravité du coronavirus. Est-ce que tu comprends cette accusation ou est-ce que tu la réfutes? Bah, il faut toujours un coupable, hein. Pour une fois, c'est pas les musulmans, donc on va s'en réjouir. Après, c'est vrai, enfin, dans la jeunesse, oui, il y en a qui font des conneries, il y en a qui portent pas le masque autant que chez les plus vieilles personnes. Après, on n'est pas irresponsable. On a des parents, on a des grands-parents qui nous disent aussi fais attention. Et même pour nous, hein, la maladie, elle en a tué des gens de notre âge, hein. Après, je pense que vis-à-vis de la jeunesse, il y a pas grand-chose qui a été fait. En fait, on a besoin des masques gratuits, pas juste pour dire il faut le masque gratuit ou là la grande gauche. Non, c'est pour envoyer un signal fort. Moi, ce que j'aimerais que fasse Madame Vidal, c'est qu'elle prenne un micro, qu'elle se mette à un pupitre et qu'elle dise écoutez, on dit que la jeunesse arrête pas de faire des conneries avec les masques. Alors, je vais faire un pas vers vous. Masque gratuit pour tous les jeunes. Par contre, je vous demande une autodiscipline et une discipline collective. Je pense qu'il y a besoin de faire ça aussi. On a besoin de se discipliner entre nous. Mais on a aussi besoin que l'État fasse un geste envers nous parce que sinon, qui d'autre pourra mettre l'étincelle qui mettra le feu aux poudres à la discipline collective? J'ai une dernière question, Louis. Tu as été président de l'Union des lycéens de France. À l'Assemblée nationale, Mariam Pouchtou, la vice-présidente de l'UNEF, un des plus gros syndicats étudiants, a suscité des remous à droite lors de son audition parce qu'elle portait un hijab. C'est quoi leur problème à tous ces députés de droite qui sont sortis de… Déjà, c'était l'Union nationale lycéenne, le syndicat que je présidais à l'époque, il n'y a pas de problème. Et moi, ce truc avec Mariam, ça m'a vraiment révolté. Déjà parce que ça m'avait fait penser à ce qui s'était passé 4-5 jours avant avec Iman, celle qu'on surnomme la meuf du Crous, qui avait juste fait une vidéo sur BFM pour pour expliquer ce qu'elle faisait, c'est-à-dire donner des recettes cuisine pour des étudiants précaires. Et on a une journaliste qui est venue et qui l'a assimilée au 11 septembre. Voilà, c'est-à-dire que parce que cette femme portait un voile, on l'a directement assimilée au terrorisme. Là, Iman, elle était venue parler à l'Assemblée nationale et on l'a directement assimilée à un islam politique. Ce que je pense sur l'Assemblée nationale, c'est que les représentants syndicaux ont le droit de venir avec les signes qu'ils veulent. Voilà, moi, je n'ai pas de religion personnellement, mais j'aurais le droit de porter un signe si jamais je le voulais en tant que responsable associatif ou ancien responsable syndical. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'à chaque fois qu'une femme voilée prend la parole, en fait, on ne l'écoute pas et on ne parle que de son voile. Et c'est d'autant plus violent pour Mariam parce que je me rappelle qu'elle avait fait une interview sur France 3 pour parler de Parcoursup et Charlie Hebdo avait fait une sur elle, mais uniquement parce qu'elle avait un voile. Là maintenant, elle vient pour parler des étudiants précaires, on la ramène uniquement parce qu'elle a un voile. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les femmes voilées n'ont pas le droit de parler? Donc pour moi, ces responsables politiques, ils ont une responsabilité qui est très grave, c'est celle de l'invisibilisation des femmes voilées dans cette société et même d'une ultra-discrimination des musulmans. Parce qu'à chaque fois qu'un musulman prend la parole, fait quelque chose, je pense par exemple à Taha Bouaf, on le traiterait autrement si jamais il revendiquait pas sa religion.
Voilà, moi je pense qu'il y a un gros problème dans ce pays vis-à-vis des musulmans et surtout des musulmans qui veulent faire de la politique. Ils ont le droit de faire de la politique à partir du moment où ils ne ramènent pas la religion. Pareil pour un catholique, pareil pour un juif ou pareil pour n'importe qui d'autre. Mais c'est compliqué pour nous aujourd'hui parce qu'à la fois à gauche, on aimerait critiquer la religion pour son apport philosophique, mais aussi on est obligé de défendre ces personnes-là parce que vraiment on a un devoir de les défendre. Et donc du coup on est dans un double discours qui est compliqué à porter. Mais en tout cas pour moi aujourd'hui, la priorité à gauche, ça doit être de défendre ces personnes-là qui sont discriminées et qu'on prive de faire de la politique. C'est très grave. Merci beaucoup Louis Boyard. Pas de problème.